Réduction de train de vie des institutions de la République démocratique du Congo. Est-ce une nécessité à ces jours pour voir l'amélioration des conditions de vie de Congolaises et Congolais? Rentrée scolaire édition 2022-2023, les syndicalistes des enseignants divisés. Est-ce que cette rentrée aura lieu sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo en télévision. Bienvenue à votre émission Zoom. On a l'honneur de recevoir ces jours Maître Fabrice Pelende. Maître Fabrice Pelende est président de l'avenir du MLC, cadre au sein du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir, cher Maxime. Avec Maître Fabrice Pelende, nous aurons donc à passer de fond à comble tous ces différents sujets d'actualité au pays de Patrice Emery Lumumba. D'entrée de jeu, Maître Fabrice Pelende, réduction du train de vie des institutions de la République. On a entendu le président de la République parler de cette optique pour réduire le train de vie des institutions de la République. À son temps, Jean-Marc Kabound, qui aujourd'hui est assigné à résidence surveillée dans la prison centrale de Makala, a plaidé en sorte qu'il y ait réduction du train de vie des institutions. Est-ce pas une nécessité à ces jours que le gouvernement congolais emboîte ces chemins pour l'amélioration, tant soit peu, de conditions de vie sociale de Congolaises et Congolais? Merci beaucoup, cher Maxime. Merci pour cette magnifique question. Mais vous savez qu'il ne suffit pas seulement de parler de la réduction des trains de vie, mais il faudrait revoir aussi la disproportion salariale qui existe au niveau des écarts entre le professionnel administratif. On ne peut pas comprendre ces différences qui existent et qui dérangent un peu. Bien que tous ne sont pas catégorisés de la même manière sur le plan des actifs, sur le plan de la responsabilité administrative, mais du moins, on devait y avoir une approche salariale pour ne pas permettre que cette frustration, que ça ne puisse pas trop friser ce qui se retrouve au bas de l'échelle de l'administration. Pour élucider cela, je pourrais prendre le cas d'espèce des médecins ou des magistrats. Vous verrez un magistrat déjà atteindre plus ou moins 2000. Mais vous voyez un greffier être encore amoindri à 100-200 $. Cette disproportion-là. Non, l'injustice sociale. Bon, ne parlons pas de l'injustice. Moi, je parle plus de la disproportion salariale, c'est-à-dire l'écart non justifié. De cette disproportion qui n'est pas acceptable du fait que, vous savez, l'État, c'est le Léviathan, c'est la superstructure. Puisqu'on dit, de par le monde, le meilleur employeur, c'est l'État. L'État garantit la survie. Et même après les services, l'État est toujours là. C'est pourquoi on parle de la retraite. Alors, toutes ces actions vont dans le cadre d'une budgétisation financière, mais de ce qui est prévu dans l'assiette de l'État, ce qui est prévu dans la budgétisation de l'assiette de l'État doit faire en sorte que les écarts doivent être modélés. C'est comme je l'ai dit, on ne peut pas comprendre un médecin aller au-delà de 2000, mais voir un médecin être dans des 200, 300. Je pense que l'écart est flagrant, l'écart ne donne pas satisfaction. Mais d'emblée, je pense que les trains d'institution, le niveau des trains d'institution, le niveau de nos institutions en rapport avec les trains de vie des Congolais ne correspond pas également. Puisque vous le savez aussi très bien que moi, que nous pouvons être dans la même société, mais voir pratiquement une catégorie du secteur professionnel atteindre des proportions énormes et exorbitantes qui ne se justifient pas en soi en rapport avec l'apport qu'ils ont à apporter relativement à ce concours que nous faisons tous preuve à amener le pays vers un développement. Je prends le cas d'espèce, l'histoire des députés, comme nous venons de l'entendre, cela a blessé, a choqué l'opinion publique de savoir qu'il y a une certaine catégorie de Congolais arrivés jusqu'à atteindre un tel niveau de traitement par rapport au train de vie que nous menons. Cela constitue une situation d'injustice. Et surtout, nous sommes dans un pays où il n'y a pas l'État n'a pas suffisamment outillé ces institutions pour que
parmi les missions qui lui sont dévolues, entre autres que l'État commerçant, que l'État puisse générer des bénéfices majeurs. Nous ne sommes pas un État producteur, nous ne sommes pas un État qui est concurrent dans le marché international. Nous voulons plus de taxes, nous voulons plus de redevances, des subventions venant des privés, mais plus ou moins 70 à 80% de cet argent va dans les institutions. On parle ici du Parlement, on parle des ministères, on parle ici de l'administration, d'une part, ce qui est logique, mais on voit plus que le gros des dépenses est englouti dans les institutions de la République. On a du mal à émettre des projets et l'assiette du Congolais lambda ne se verra pas être satisfait. Est-ce que vous voyez le gouvernement congolais penser dans cette logique de réduire peut-être le député national, la présidence de la République, les conseillers à la présidence, le ministre, est-ce qu'ils sont à même de décider de réduire leur salaire? Ben, c'est que notre argent soit affecté dans des projets qui iront en faveur d'aider la population. Ce qui est juste, c'est que nous devons savoir, c'est question de volonté de l'autorité dirigeante. Vous savez, quand vous êtes bénéficiaire d'une situation financière, vous ne voudriez jamais que cela puisse finir. Mais c'est question de prise de conscience collective. Nous devons tous savoir que nous sommes un pays qui a encore beaucoup d'enjeux, qui a un long chemin à faire pour atteindre la maturité financière. Et il suffit d'être dans une discipline collective, on pourra résoudre beaucoup de problèmes. Et nous avons le Parlement, qui est l'organe par excellence pour mettre des lois, pour permettre à ce que le pays puisse se relever. Vous pensez à ces députés nationaux qui non, sont mais c'est la voie salutaire. Le gouvernement aussi peut faire des projections, des lois, des projets de loi. Mais il faudrait qu'il y ait cette volonté pour accompagner jusqu'à l'effectivité et permettre à ce qu'il y ait réduction effectif du train de vie des institutions de la République. C'est comme je dis, ce n'est pas facile du moment où il y a certaines personnes qui en tirent profit, qui sont directement bénéficiaires. Qu'est-ce que fait alors Maître Fabrice Pelende qu'aujourd'hui, au niveau de la présidence de la République, il y a des conseillers qui touchent de montants colossaux, de sommes colossales, au niveau de ministères, à l'Assemblée nationale, au Sénat, mais un professeur des universités ou des huissiers, tout consort, avec des sommes modiques qui n'arrivent même pas à louer les deux bouts du mois. C'est ce que j'ai dit, c'est une responsabilité collective. L'organe habilité à pouvoir résoudre ces problèmes de manière outillée est le Parlement. Le Parlement devait s'imprégner de la chose. On ne dit pas que quand vous travaillez, vous devez avoir un meilleur salaire. Non, moi je parle plus de cette disproportion. Vous savez, quand vous allez dans des pays comme la Suisse, vous savez, un huissier en Suisse touche pratiquement 4 000 €. Mais il y a des gens qui touchent de 20 000 € en Suisse par mois. Mais cette disproportion-là est relative au revenu national. Vous irez en France, le huissier vous touche pratiquement 2 000, pratiquement la moitié. Mais il s'adapte à la société par rapport au train de vie qui lui est disponible, qui lui est mis favorablement sur le plan sociétal pour lui permettre de joindre les deux bouts du mois. Un député peut avoir aussi des montants aussi colossal comme nous le disons 21 000. Mais si un huissier par exemple gagnait 2 000 $, il n'aura pas le temps de voir ce qu'un député gagne. Ce qui fait mal, c'est cette disproportion. Je pense que je me fais comprendre. Voir un huissier gagner à peine 200 $ et voir un député gagner 21 000. Si cela s'avérait, parce que nous sommes toujours dans des explications. Les régimes se succèdent, on reste dans l'état initial. Justement, alors... Rien ne change presque. Parce qu'ici, nous ne pourrons qu'émettre des idées. S'il y a cette disproportion de salaire jusqu'au moment de Mobutu, au moment de Kabila les pères, Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi, rien ne change. Vous savez, c'est comme j'ai dit, je vais toujours me répéter, c'est question de volonté collective
Et c'est question aussi qu'il y ait des institutions habilitées à trouver des solutions telles que le Parlement ou par voie du gouvernement, mettre cette volonté effective, vouloir réellement équilibrer la couche sociale de manière équitable. On ne dira pas que tout le monde gagnera la même chose, mais que cela soit relatif à la réalité sociale que nous partageons. Donc je pense qu'au fait c'est ça. C'est un grand travail. Ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en 2 ou 3 jours. C'est question d'abord de volonté, de prise de conscience collective. La population appelle, et de pouvoir le matérialiser. La population appelle ces gouvernements, à ces acteurs politiques qui travaillent dans les institutions, à cette volonté. Il ne suffit pas seulement d'organiser des meetings, de matinées politiques. Non, mais moi je vais vous dire que non, voilà, nous allons travailler, militer pour votre bien-être social, mais à fond, le travail n'est pas fait. Mais moi, je vais d'ailleurs vous dire que ce gouvernement, l'actuel gouvernement a fourni beaucoup d'efforts. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation où vous avez l'IGF qui est là et on ne peut pas se voiler la face. Le gouvernement passé et le gouvernement d'aujourd'hui, il n'y a pas match. Dans le gouvernement passé, vous voyez une personne être nommée aujourd'hui. Je vous dis, après 1 mois, c'est l'éclatement. Un milliardaire. Il construit des maisons, il fait monter des bâtiments que vous ne pouvez jamais avoir l'idée. Mais aujourd'hui, dans ce gouvernement, c'est très difficile. Celui qui est honnête et celui qui est dans ce gouvernement, avec toute franchise, vous dira qu'il vit de son salaire. C'est déjà quelque chose. Mais quel salaire? Non, les salaires tels que fixés par la loi des finances. Parce que c'est la loi des finances qui régule tout cela. C'est voté au Parlement. Mais au niveau de cette loi de finances, il y a aussi des disproportions qui doivent être revues. Mais aujourd'hui, je vous dis sincèrement, avec ces régimes, on peut trouver un monsieur dans un cabinet aujourd'hui qui vous fait des milliers de dollars, qui vous construit des maisons, c'est difficile. Je vous dis, c'est sincèrement difficile. Contrairement à ce qui se faisait avant. Au contraire, aujourd'hui, il y a une très forte volonté. Ce n'est pas parce qu'on a miroité l'opulence des députés en rapport avec leurs revenus qu'il faut les substituer et les répercuter à toutes les institutions. Ça, je vous dis franchement, travailler dans ce gouvernement, il faut avoir les nerfs solides. On peut croire à ces régimes pour régler ces inégalités. On peut croire à ces régimes du moment où, dans le gouvernement, dans les institutions, en tout cas, il y a des salaires qui font vivre les gens. Et tout ce qu'il y avait comme extra, vivre les huissiers qui font vivre, tout ce qu'il y avait comme extra, tout ce qu'il y avait comme extra, comme nous l'avons connu dans les gouvernements passés, n'existe plus. Ça, c'est une vérité vérifiable. Je pense que nous devons être aussi justes et équitables. Nous voulons que le pays puisse être favorable à tout Congolais, que tout Congolais puisse bénéficier de ce qu'il doit en rapport avec son statut social, son statut professionnel, mais que cela rencontre l'équilibre social. Il ne faut pas qu'on vous paye, vous n'avez pas des capacités pour payer la maison, vous n'avez pas des capacités pour nourrir les enfants, les amener à l'école, trouver un peu de vacances, acheter des habits, sinon vous ne servira à rien que vous soyez appelé un agent de l'État digne de ce nom. C'est ce qui fait aussi qu'il y ait toutes ces suspicions au niveau de la classe sociale, surtout sur le secteur professionnel de l'administration publique. Parlons de la rentrée scolaire, édition 2022-2023. Les syndicalistes des enseignants déjà divisés sur la question de cette rentrée. Ils appellent même le gouvernement congolais à concrétiser ces différents engagements pris à Bibois et autres. Sinon, il n'y aura pas rentrée tel que fixé par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Pensez-vous que la rentrée sera effective le 5 septembre? La rentrée scolaire, d'abord, c'est une obligation civique. On ne peut pas comprendre que les enfants n'aillent pas à l'école. Puisque, bien que les parents font tout pour mettre leurs enfants dans de bonnes conditions à aller étudier, mais les enseignants également aussi doivent se retrouver dans de bonnes conditions pour pouvoir à mieux dispenser leur matière dans de bonnes conditions. C'est comme je l'ai dit ici, un enseignant ne viendra pas donner cours si lui-même ne sait pas rassurer que son enfant va à l'école, s'il ne sait pas rassurer lui-même que son enfant va s'habiller, son enfant va manger. C'est question de l'équilibre social.
c'est comme si nous sommes dans une certaine vicissitude des rendements. C'est-à-dire qu'il faut faire ça à tel niveau pour avoir tel résultat. C'est corollaire, c'est relatif, ça se complète. Et aujourd'hui, nous constatons aussi cette volonté-là du gouvernement de mettre au niveau minimal acceptable les enseignants. Mais les enseignants aussi, ils revendiquent un droit légitime. C'est-à-dire que les conditions de travail, l'augmentation. Mais il ne faudrait pas aussi que les enseignants oublient aussi la volonté du gouvernement. Parce que quand vous arrivez à demander une augmentation, on suppose que vous faites confiance à un gouvernement qui peut plus que ce qui est une augmentation et le gouvernement a pris en compte vos revendications et répondre à vos revendications. Justement, et rencontre votre préoccupation. Mais il faudrait tenir une promesse. Non mais écoutez, vous savez, une personne qui est déjà en mesure de résoudre une partie de votre problème fait preuve de bonne volonté. Bien que ce sont des obligations liées aux responsabilités ministérielles, mais je pense que l'effort du gouvernement n'est pas à négliger. Vous pouvez vouloir atteindre un objectif à quota, à prorata de 100%, mais quand vous avez déjà atteint 60 à 70%, on sent une certaine volonté. Et cela se fait de manière échelonnée. Je pense qu'on ne peut pas tout résoudre au même moment. Dans la politique du gouvernement, nous avons constaté cette volonté et le gouvernement a déjà résolu beaucoup de problèmes. Mais nous demandons aussi au gouvernement, comme c'est une obligation dévolue à cette responsabilité émanant de l'État, puisqu'il n'y a que le gouvernement pour le faire, ils doivent faire en sorte que le mieux soit trouvé pour mettre en bonne condition les enseignants et permettre que les enfants retournent à l'école dans de bonnes conditions. Ce n'est pas seulement le deuxième aspect. Le deuxième aspect, il ne faut pas seulement envoyer les enfants à l'école. Il faudrait que les enfants aillent aussi à l'école dans de bonnes conditions et fassent aussi affront à de vraies conditions pour bien étudier. On parle ici des infrastructures scolaires. Nous les savons, il y a gratuité de l'enseignement, mais il faudrait savoir qu'il y a augmentation déjà du nombre des élèves dans les écoles. Augmentation du nombre des élèves dans les écoles. Cette année, on était pratiquement à 4 millions des enfants qui se sont vus rajouter dans les secteurs primaires de l'éducation. Déjà, quand on a parlé de la gratuité, il y avait une certaine volonté du gouvernement de mettre tous les enfants à l'école. Mais il y a certains parents qui ont aussi hésité, qui ont voulu attendre que... Hésité même d'envoyer leurs enfants dans les écoles de la gratuité. De la gratuité. Ils ont voulu observer. Il y a ceux qui sont maintenant confiants, qui peuvent oser le faire. Mais disons, nous ne serons plus dans cette fourchette. Mais avec ces pléthoriques on risque d'atteindre les élèves dans des salles de classe. Atteindre 8 millions d'élèves à l'école. Est-ce que le gouvernement prévoit aussi cette situation d'où il fera face à une situation qui n'est pas pareille à ce qui venait de se passer en rapport avec l'année scolaire précédente, l'année scolaire coulée? Je pense que ce sont des éléments techniques matériellement justifiables qui obligent le gouvernement à trouver des solutions pour rencontrer la réalité scolaire chaque année et construire des infrastructures de manière accélérée pour permettre à ce que les secteurs de l'éducation primaire puissent contenir cette contingent des élèves qui ne feront que proliférer, excusez-moi les termes, proliférer dans des institutions et des établissements primaires. Mais on se rend compte chaque année, il y a le syndicaliste qui monte les tons. Après les syndicalistes, on verra les enseignants, parce qu'aujourd'hui les syndicalistes sont divisés. Même au niveau de les parents se plaignent même des autres qu'ils n'ont pas l'argent, la condition des vies économiques du pays ne permet pas à ce qu'ils puissent envoyer leurs enfants les 5 septembre dans les écoles. Puis au niveau même de marché central, plusieurs marchés à travers le pays, même ici à Kinshasa, mes ventes, les commerçants se plaignent aussi. Est-ce que Tony Mamba avait mesuré tous ces paramètres avant de fixer
la date de leur rentrée scolaire. Ou bien il faudra faire avec, comme ça a toujours été chaque année. Des fois, il y a des grèves qui sont déclenchées dans les écoles, tout consort. Il faudra faire avec, ou bien il faudra, à une certaine manière, soigner aussi l'image pour que la rentrée se passe de belle manière. Vous savez, la rentrée scolaire est quasi conventionnelle. Déjà, quand vous allez en Europe, la rentrée scolaire, c'est très souvent vers la fin de l'été. Et quand vous allez ici, vous venez ici en Afrique, c'est vers la fin de la saison sèche, relativement en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que c'est dans une fourchette de l'année, excusez-moi, où les élèves rentrent à l'école. Alors, c'est une obligation sociétale d'une part, vous comprenez cela. Mais le problème ici se trouve au niveau des conditions réunies pour que les enfants rentrent à l'école. C'est ça en fait le problème. Le problème n'est pas la rentrée en soi, parce que la rentrée peut être effective, conventionnellement établie comme je viens de le dire, mais le problème c'est les éléments qui accompagnent la rentrée scolaire. Tony Mwaba en lui ne peut pas aller outre cette fourchette conventionnellement établie pour qu'il y ait des rentrées scolaires. Mais le problème qui se pose, c'est les conditions pour qu'il y ait effectivité de cette rentrée scolaire. Donc, je pense que nous sommes dans ça. Le gouvernement doit encore multiplier les efforts. Les syndicalistes sont des agents de l'État. Et les parents aussi se plaignent hein, en même temps. Justement, dès qu'ils sont agents de l'État, ils sont aussi parents. Parce que quand vous voyez les syndicalistes de l'enseignement primaire, ils ne voudraient pas aussi bloquer la scolarité du moment où eux aussi ont des enfants. S'il faut en sorte de mettre le gouvernement en étau, de prendre le gouvernement en otage pour que les enfants ne rentrent pas à l'école, mais qui n'iront pas à l'école, je crois que c'est un discours partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement et les banques syndicales qui sont aussi les agents de l'État. Je pense que c'est un discours qui ne peut pas aller dans un sens unique, ça doit aller dans les deux sens pour en fait rencontrer l'intérêt sociétal que nous voulons, qu'il y ait de bonnes conditions pour que les enfants rentrent tout dans l'école et que les enseignants aussi doivent mis dans un confort administratif pour dispenser cet enseignement, permettre à ce que le pays puisse avancer. Donc on ne peut pas dresser le boulet vers une seule direction, ça doit être l'issue doit être concertée pour qu'il y ait équilibre dans toutes les parties prenantes relatives aux conditions scolaires. Espérons que la rentrée scolaire sera bel et bien effective, au-delà du fait qu'il y a un coin de notre pays où il y a des poches d'insécurité, notamment à Bunagana, mais le ministre de l'EPST a annoncé la reprise de cours dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo. Parlons-en en fait de ces petits malentendus, Maître Fabrice Pelende. Vous êtes président de l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Votre président de la République venait d'effectuer une tournée dans l'espace. Vous voulez parler du président du MLC? Président du MLC, votre président Jean-Pierre Bemba venait d'effectuer cette tournée dans l'espace Grand Équateur, qui l'a conduit à Bumba, Bassankoussou, plusieurs villes de cette ancienne province de l'Équateur. Ces discours où on essaye d'impiter à Jean-Pierre Bemba qu'il avait un message de division, un message séparatiste. Pouvez-vous éclairer à la population par rapport à tous ces mondes qui essayent de salir l'image de votre président, qui est Jean-Pierre Bemba? D'abord, nous réitérons la confiance que nous avons toujours portée à notre président Jean-Pierre Bemba, qui est notre guide naturel, et l'attachement et l'engagement qu'il a au sein de l'Union sacrée pour soutenir le chef de l'État. C'est ce qu'il est en train de faire. Mais vous savez, l'Union sacrée, c'est une grande famille politique où il n'y a pas que le MLC. Et nous constatons sur le terrain le dévouement dont fait preuve le président Jean-Pierre Bemba pour élargir l'aura, impliquer tous les Congolais dans cette action que mène l'Union sacrée
pour que nous puissions tous soutenir les chefs de l'État. Et la masse populaire que donne le président Jean-Pierre Bemba, en évoquant également l'union sacrée, c'est ce qui fait peur à ces détracteurs. Ok, vous avez anticipé, c'est cette marée humaine peut-être qui fait peur. Et autant qu'ils sont dans l'union sacrée ne seront pas à même de faire la même chose. Je pense, à mon avis, peut-être c'est de la jalousie, c'est de la mauvaise foi. Je ne sais pas comment on pourrait les taxer, parce que quand vous parlez des propos séparatistes, je ne sais pas quel type de propos, on n'y saura pas dire clairement, alors que le président Jean-Pierre Bemba met au devant de la scène l'union sacrée. Et l'unité même dans cet espace, voilà, Grand Équateur. Et soutient également les actions du chef de l'État. Et il ne se limitera pas à l'Équateur, il ira au-delà, c'est-à-dire dans toutes les provinces. Je pense que dans les jours qui viennent, vous aurez à les constater. La position de Jean-Pierre Bemba fait peur. C'est pas la question aussi des leaderships de Jean-Pierre. Justement, la question de Bemba, la question de Jean-Pierre Bemba fait peur. Le fait naturel pour lui. Vous savez, quand vous avez la réunion des deux grands leaders comme M. Félix Antoine Tshisekedi et le président Jean-Pierre Bemba Gombo, ça vous doit toujours faire peur. Il y a ceux qui voient déjà un désengagement involontaire qui viendra du fait qu'ils n'auront pas apporté le mieux, comme le fait Jean-Pierre Bemba aujourd'hui pour soutenir le président de la République, et ça ne peut que friser. Ce sont des antagonistes qui ne sont là que pour jeter un regard haineux à travers celui qui porte un leadership. Et quand on voit le leadership de Jean-Pierre Bemba venir accompagner les chefs de l'État dans l'union sacrée, c'est explosif. Je pense qu'il y a beaucoup qui n'aimeront pas ça. Non, par rapport à l'air poste, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ils ont peur de drainer la foule justement dans un coin où prétendent être leader, mais Jean-Pierre Bemba fait des choses peut-être que eux ne peuvent pas réaliser. Beaucoup se sentent amoindris dans l'action que mène le président Jean-Pierre Bemba. Ils savent que demain il y aura une forte positionnement. Et déjà, en voyant ce que le président Bemba fait, ça frise les lanternes des uns et des autres. Et ça fait peur. On leur comprend. Mais ce n'est pas qu'il faut aller chercher des faux fuyants, des voies évasifs pour attribuer des mensonges qui ne peuvent même pas prouver. Et ces gens qui se disent des leaders. Vous savez, le parti MLC est un grand parti qui a connu des grands leaders politiques, des grands cadres politiques qui sont partis. Mais le MLC est toujours là. Et Jean-Pierre Bemba toujours plus fort que jamais. Et Jean-Pierre Bemba toujours positionné, toujours aimé et soutenu par son peuple. Mais tous ces gens qui sont partis aujourd'hui sont au garage. Un message à lancer à tous. On n'aimerait pas citer les noms. Un message à tous ces garagistes. À tous ces garagistes. Ils ont cru détruire Bemba. Ils ont cru décevoir Jean-Pierre Bemba, mais ils sont eux-mêmes confondus. Aujourd'hui, ils sont dans les garages, ils sont allés goûter des petits gâteaux circonstanciels qui aujourd'hui les ont laissés nulle part. Et puis, ils sont devenus indésirables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, devant la face de l'opinion congolaise, ils ne peuvent rien dire. Parce que, comme on le dit, ils ont suivi l'image politique des hommes intègres. Alors que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui est intact et il est encore plus fort que jamais. Vous connaissez tous ces pléthores de gens. Nous aujourd'hui, nous sommes du MLC. Nous parlons du président Jean-Pierre Bemba. On nous écoute, on nous entend. Nous portons la voix et la vision de ces grands guides, de ces grands leaders qui est Jean-Pierre Bemba. Je pense que la personnalité de Jean-Pierre Bemba est pour beaucoup dans le changement et pour l'avancement de ces pays. Nous n'aurons pas le temps de répondre à tous ces gens qui disent des pitreries, du n'importe quoi, qui ne nous amèneront nulle part. Donc nous soutenons les chefs de l'État à travers cette grande vision qui est l'union sacrée et nous sommes derrière notre président Jean-Pierre Bemba. On termine avec vous, avec cette question, le meeting que vous avez organisé récemment à Montbéliard. Un mot à placer par rapport à ce meeting, et puis on va terminer avec vous. Le meeting était organisé simultanément à Ngaba et à Montbéliard. Nous remercions nos amis de Ngaba, nous remercions nos amis de Montbéliard, les mamans de Ngaba, les mamans de Montbéliard,
tout ce qu'ils ont eu à faire comme sacrifice pour que cet événement ait lieu. Malheureusement, nous avons été bousculés. Il y a eu des incidents que nous déplorons. Nous avons écrit aux autorités. Il y a eu des infiltrations. Il y a eu des manipulations. Il y a eu un major Angaba qui est venu plutôt bouleverser la cérémonie parce qu'il a été corrompu. Parce que le bourgmestre que nous avons autorisé, nous avons eu toutes les autorisations pour tenir les matchs et les meetings. Ce qui est d'ailleurs sidérant de voir une telle insubordination. Un major défier la décision de son chef direct qui est l'autorité urbaine, l'autorité habilitée à donner des autorisations. Et c'est malheureux. Nous pensons qu'après tout ce que nous avons accouché sur écrit, les autorités vont lire, vont comprendre réellement ce qui s'est passé. Mais comme il y avait l'attachement et l'amour des gens qui aiment Jean-Pierre Bemba, de cette population qui aime Jean-Pierre Bemba, ils sont venus nous soutenir. On a du moins marché avec eux. On a fait valoir ce que nous portons comme vision à l'égard de notre président national Jean-Pierre Bemba et l'apport qu'il a dans l'Union sacrée en soutenant le président de la République, M. Félix Antoine Tshilombo. Et nous disons que nous serons derrière toujours ces actions pour soutenir la vision qui sortira le pays de cette situation catastrophique que le gouvernement actuel se bat tant bien que mal pour apporter un salut respectable et honorifique pour notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Maître Fabrice Pelende, président national de l'avenir du MLC, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, je vous dis merci. Merci beaucoup, cher Maxime, les sentiments étaient pour moi. Vous êtes nombreux à suivre cette émission, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision. C'est par ici que nous mettons un point final à votre émission Zoom qui a été réalisée par Moro Njambe. Olivier Longwango était à la prise de vue. Dieu merci, Kifou à la régie d'antenne. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion sur Canal Congo Télévision. Okay.